La diffusion du thé a atteint son apogée au siècle dernier. De l'Asie à l'Afrique, le thé a trouvé un foyer dans toutes les terres adéquates. Le thé est tolérant. Dans les différents pays, ethnies et cultures, il offre toujours de nouvelles possibilités, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger. Dans le sud de la Chine, le début du printemps est en or. C'est la couleur du soleil, la couleur des fleurs de colza épanouies. C'est la saison des semailles, la saison des récoltes et la saison de l'espoir. Quand la couleur d'or se flétrit, le rideau vert est ouvert. Le thé devient le héros du printemps. La Chine, le Japon, l'Inde, le Kenya, de l'Asie à l'Afrique, tous les pays de thé se sont réveillés. Pour les Thaïlandais, le thé est un art de l'eau. Bonjour, je suis Nick. Vous pouvez m'appeler Nick le magicien. Je ne connais pas de tour de magie spectaculaire, je ne connais que la magie de l'eau. Nick a 30 ans. Tous les week-ends, il vend du thé tarik au marché de Chatuchak à Bangkok. Ce sont les immigrants indiens qui ont introduit le thé au lait en Malaisie. Les Malaisiens ont découvert qu'en mélangeant du thé et du lait, cela donnait une boisson plus dense et plus soyeuse. On surnomme Nick
Tête à Rick peut même devenir l'idole des jeunes. Au début, je peux tirer une tasse. Ensuite, j'essaie de tirer 2 tasses à la fois. Puis, je fais des exercices sur le toit en me bandant les yeux. Au marché de Chatuchak, Nick vend environ 300 têtes à Rick par jour. Chaque tête à Rick coûte 20 bahts, soit 4 yuan. J'aime le marché de Chatuchak. Ici, je peux rencontrer des amis du monde entier. Mon tête-à-riz les accompagne tout au long de leur voyage à Chatuchak. À Bangkok, l'eau a une vie. Chaque fleuve, chaque personne qui vit au bord de l'eau et chaque animal peuvent percevoir la vie de l'eau. C'est l'eau qui donne à Bangkok son esprit. On appelle Bangkok la ville des anges. Simple maître de Tête à Rick, j'étudie aussi l'art de l'eau. Quand l'eau rencontre le thé, ils deviennent un ruban de soie dans mes mains. Les Thaïlandais aiment le thé doux et soyeux. Quand le thé sillonne le ciel, vous ne le trouvez pas délicieux ? Sous l'influence chinoise, les Thaïlandais ont très tôt commencé à boire le thé. Mais la plantation du thé est une activité plutôt récente. Aujourd'hui, la plupart des plantations de thé thaïlandaises se situent dans les régions montagneuses du nord, dont Santikiri est la plus connue. C'est pour une femme que je suis venu à Santikiri. Elle vient du Yunnan. Elle est aussi de Santikiri. Lu Jueming est un producteur de thé taïwanais. En 1990, à Bangkok, un coup de foudre pour une fille de Santikiri l'a fait s'installer en Thaïlande. Je suis monté avec elle dans la montagne. Il y avait des théiers partout. Tout était comme à Taïwan, d'où je suis originaire. Ça m'a donné l'impression d'être chez moi. Depuis, je plante du thé avec elle, ça fait déjà 20 ans. Situé au bord du Triangle d'Or, connu pour sa production d'opium, Santikiri a été contrôlé par des forces armées non gouvernementales. Depuis les années 1980, l'ONU encourage la plantation de thé dans toute la région du Triangle d'Or. Grâce au thé, Santikiri a eu une renaissance. Lu Jueming a introduit ici les techniques de production du thé oolong taïwanais. Les habitants locaux l'appellent Frère Aming. Cette année, la saison des pluies tarde à arriver. L'usine de thé d'Aming n'a d'autre choix que d'attendre. Normalement, la saison des pluies commence fin mars. Les pluies se succèdent. Mais cette année, on n'y peut rien. Il ne pleut toujours pas. Tous les paysans sont inquiets. Le thé et le tourisme sont les deux activités principales de Santikiri. Ici se rassemblent de nombreuses ethnies du nord de la Thaïlande. Pour les touristes occidentaux, c'est l'aspect le plus chinois de Santikiri. Ici sont installés quelques milliers de descendants des soldats de l'armée du Kuomintang. Ils considèrent le Yunnan comme leur lieu d'origine. En 1949, une troupe de l'armée du Kuomintang dans le Yunnan se retira en Birmanie, où elle fut attaquée par l'armée du gouvernement birman. Réfugiés en Thaïlande pour survivre, ces soldats devinrent des mercenaires du gouvernement thaïlandais pendant la guerre civile. En 1982, après 30 ans de vagabondage,
ils purent obtenir la nationalité thaïlandaise en rendant leurs dernières armes. Maintenant, la plupart de ces vétérans et leurs descendants vivent des plantations de thé. Ils continuent à offrir des feuilles de thé aux dieux de la montagne, selon la tradition chinoise. Aming participe tous les ans à ce genre de cérémonie. Moi, Lu Juemin, je viens de Taïwan. Dieu de la montagne, je vous supplie de me protéger pour que je puisse avoir une bonne récolte de thé et que toute ma famille soit saine et sauve. Ils ont abandonné toutes leurs armes, mais à une condition, obtenir la nationalité thaïlandaise. L'empereur thaïlandais a assigné à ses vétérans une terre de 24 km² à cultiver. Pourquoi on plante le thé? Eh bien, à l'époque, on n'élevait rien à Santikiri. Monsieur Duan Siven a donné l'ordre au groupe 1 à 8 de planter du thé près de la famille Luo. Chaque famille a donc planté un théier là-bas. Quand l'avion est venu faire une inspection, on leur a dit qu'on plantait le thé ici, pas d'opium. C'est comme ça qu'on a commencé à planter le thé. Et des cultivateurs sont venus l'un après l'autre. C'est comme ça que nous avons commencé à nous lancer dans le thé. Ces immigrés chinois commencent leur nouvelle vie dans la montagne déserte. Le climat et le sol sont similaires à ceux du Yunnan. Le thé est ainsi devenu le choix idéal. Fin mars, toujours aucun signe de pluie. Aming s'applique à construire son usine. L'année dernière, Aming a divorcé d'avec sa femme après 20 ans de mariage. Il était propriétaire de la plus grande usine de thé de Santikiri, mais il a laissé tous ses biens à son ex-femme. Il m'est venu l'idée de retourner à Taïwan, mais je l'ai abandonné après avoir bien réfléchi. Je vis ici depuis 20 ans. J'ai déjà une très bonne relation avec ces vétérans et leurs descendants. À Santikiri, tout le monde me connaît. J'ai dit une fois que puisque j'étais en Thaïlande, j'allais faire connaître le thé thaïlandais au monde entier. Fin avril, la pluie tombe enfin à Santikiri. On se met enfin à cueillir du thé dans la plantation d'Aming. Dans la région montagneuse de Santikiri, les Rani sont les plus nombreux. Ces montagnards sont les meilleurs assistants des producteurs de thé chinois. Aming utilise des techniques taïwanaises pour produire son thé, baptisé Belle Orientale. Ce nom a été donné par la reine Victoria du Royaume-Uni qui a goûté ce thé. Voici les citadelles de feuilles vertes. Ce sont des insectes très petits de couleur verte. On utilise les feuilles grignotées par leurs soins pour produire ce thé. Il ne faut utiliser aucun insecticide ni engrais. À Santikiri, tout le monde fait confiance à la technique d'Aming. Beaucoup de gens envoient directement leurs feuilles à son usine pour qu'il les transforme en thé oolong. Pour le thé Belle Orientale, après le flétrissage, les feuilles deviennent plus lourdes que d'autres thés. Pourquoi? Parce que si les feuilles flétries au soleil ne deviennent pas lourdes, eh bien l'arôme de miel ne pourra pas ressortir. C'est trop grand, je lui ai dit de cueillir des petites feuilles, mais il a confondu grandes et petites. Avec ça, je ne vais pas pouvoir faire de Belle Orientale, ça ne va pas, ce sera Belle Occidentale, pas Orientale. Il y a plus de 20 ans, Aming a appris à Taïwan la technique de Belle Orientale. À l'époque, il avait lu dans la presse des nouvelles des vétérans de Santikiri. Mais il ne s'attendait pas
à devenir un jour leur frère. Beaucoup de vétérans m'ont dit « Aming, tu plantes ce genre de thé? Notre thé ne coûte que quelques yuan le kilo. Ton thé oolong, ça coûte combien le kilo ?» J'ai dit que ce thé coûtait plus de 1000 yuan. Ils étaient étonnés. Le revenu mensuel des Thaïlandais est de 2000 à 3000 yuan. Qui va acheter ce thé qui coûte plus de 1000 yuan? Et je leur ai dit « Mais ça va, on peut essayer. » Maintenant, Aming veut augmenter le prestige du thé de Santikiri avec ce bel oriental. Quand on boit du bel oriental, on a l'impression de communiquer avec une belle femme. C'est vraiment très agréable. Aujourd'hui, Aming a trouvé son nouvel amour, une Thaïlandaise. Avec elle, j'ai une nouvelle famille. On peut repartir de zéro comme avant. Je suis venu à Santikiri quand j'avais 32 ans. Maintenant, j'en ai 53. Ça fait 20 ans exactement. Autrefois, je disais à ces vétérans que j'allais faire de Santikiri un nouveau Lugu de Taïwan. Je leur ai dit que là-bas, les magasins de thé occupaient des rues entières et qu'il y avait des usines partout. C'est exactement ce qui est devenu Santikiri aujourd'hui. L'expansion des plantations de thé en Thaïlande n'est qu'un morceau de la grande symphonie mondiale dans les temps modernes. Au XIXe siècle, la haute rentabilité du commerce du thé et le monopole de la Chine ont poussé les Occidentaux à exploiter de nouvelles régions de thé. L'Inde, à l'époque colonie anglaise, est devenue leur premier choix. Je bois du thé depuis 35 ans. Le thé s'est déjà infiltré dans mon sang. Si je me blesse à la peau, ce qui coule, ce n'est pas du sang, mais du thé Darjeeling. Lochan est un marchand de thé indien. Sa plantation se trouve dans la région montagneuse de Darjeeling. Ici sont cultivés des thés rouges connus du monde entier. Le climat et le cadre naturel unique de Darjeeling font de lui un lieu parfait pour le thé. Le thé est cultivé ici, dans le district de Darjeeling, un arôme spécial. En fait, le thé rouge Darjeeling que Lochan adore n'a été introduit ici qu'il y a moins de 200 ans. L'Inde et la Chine sont deux pays voisins. Leur commerce mutuel remonte à très longtemps. La coutume chinoise de boire le thé a été introduite en Inde beaucoup plus tôt que sa plantation. Or, ce sont les Anglais qui ont fait de l'Inde un pays du thé. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le commerce du thé était la principale source de profit du Royaume-Uni. Les Anglais voulaient planter le thé à l'extérieur de la Chine parce que le thé chinois était très cher. Ils voulaient planter leur propre thé. Lochan est dans le commerce du thé depuis 30 ans. Il s'intéresse toujours à l'histoire du thé en Inde. En 1824, un officier anglais découvrit des théiers sauvages à Assam. Cela décida les Anglais à exploiter le thé en Inde. Une dizaine d'années plus tard, les 8 premières boîtes de thé produites à Assam furent transportées à Londres. Mais leur qualité ne correspondait pas à l'attente des gens. Les Anglais préféraient toujours les grains et les techniques des Chinois. Ils envoyèrent un homme chercher des matières premières pour planter le thé, comme des grains ou des branches. Puis ils établirent des plantations en Inde et embauchèrent ensuite des cultivateurs. Cet homme, c'était Robert Fortune. Il voyagea plusieurs fois en Chine et parcourut beaucoup d'endroits. Il y a plus d'un siècle,
le botaniste anglais Robert Fortune alla au fond du mont Wuyi pour découvrir les secrets du thé rouge. Déguisé en chinois et parlant leur langue, il étudia 3 ans et réussit enfin à maîtriser les techniques de production du thé rouge. Compte tenu du fait que les techniques et les graines ne suffisaient pas, Fortune persuada 8 excellents producteurs de partir en Inde avec lui. Ces 8 personnes, dont on ignore les noms, ont jeté les bases de l'industrie de thé indienne. Mais le reste de leur vie, ils n'ont jamais pu retourner dans leur pays d'origine. Lochan a retracé plusieurs fois la route du thé entre la Chine et l'Inde. Les plantations qu'il préfère se situent dans le Hunan, le berceau du thé. Très bien. Super. Ce thé est très bon. C'est la première fois que je vois quelqu'un grimper sur le théier à main nue pour cueillir les feuilles. C'est extraordinaire. Presque tous les ans, Lochan passe quelques mois en Chine pour chercher des thés. Il espère que les 2 plus grands pays du thé renforcent leurs liens mutuels. À l'époque où le thé indien se développait, la plupart de ces plantations étaient sous le contrôle des Anglais, sauf celle de Mackay Barry à Darjeeling. Elles ont été établies par les Indiens eux-mêmes. J'ai écrit un poème sur Mackay Barry. Il est beau. J'espère que vous allez l'aimer. Mackay Barry. Mon endroit préféré, c'est Mackay Barry. C'est au sud de l'Himalaya. C'est un bel endroit et naturel. Il porte des vêtements verts ornés par les feuilles de thé. Le matin, on ne voit pas le soleil se lever, mais on entend les oiseaux chanter. On apprécie les forêts vertes et les chutes d'eau qui nourrissent toute la région de Kurseong. La beauté unique de chez nous attire les gens du monde entier. Mackay Barry, mon pays natal, je t'aime. Merci. Pradna, fille de 13 ans, a son idole, le propriétaire de la plantation de Mackay Barry, Raja Banerjee. Comme la famille Banerjee faisait partie de la famille impériale d'Inde, les habitants d'ici l'appellent Prince Banerjee. Vous venez d'entrer dans un patrimoine vivant. C'est la première usine fondée à Mackay Barry. Pas par les Anglais, mais par mon arrière-grand-père. Je dois vous présenter Monsieur Chien de chasse. Il ne fait que 1,40 m, mais il a un flair de chien de chasse. Il sent le premier deuxième. Il donne l'ordre quand il faut arrêter. Il s'appelle Indrit. C'est mon chien de chasse pour le thé. Quand il donne un ordre, il est maître de son propre monde. Personne ne peut lui désobéir. Les procédures à l'usine sont importantes pour la qualité du thé. Mais au final, tout dépend du sol sur lequel le thé est planté. On utilise les bouses comme engrais, plus de 1000 tonnes par an. Il faut les traiter correctement, sinon elles peuvent devenir toxiques ou non nutritives. Bref, il faut être au point juste. La plupart des paysans cultivent la terre pour gagner de l'argent. Ils ne voient que le côté business. Mais ils oublient qu'en fait, ils sont aussi artistes. Leur toile est la terre, notre planète. S'ils peuvent créer une peinture merveilleuse et durable, tout le monde l'admirera comme un chef-d'œuvre. Normalement, les propriétaires indiens ne gèrent pas eux-mêmes leurs plantations de thé. La plupart d'entre eux habitent dans les grandes villes, mais ce n'est pas le cas de Banerjee.
Comme vous le voyez, ce qui relie les 7 villages en un district unique, le district de Makai Bari, c'est le thé. Après avoir fini ses études à Cambridge il y a 20 ans, Banerjee est rentré à Makai Bari. C'est lui qui a introduit en Inde le concept du thé biologique et construit un pays du thé idéal. La protection de l'environnement et des animaux sauvages, l'école, le jardin d'enfants, la bibliothèque et l'hôpital gratuit, ainsi que le projet de chambre d'hôtes est bénéfique pour les villageois. Un exploit inconcevable dans les régions montagneuses indiennes. Banerjee est ainsi devenu le héros des enfants. En 2002, la Commission économique globale lui a décerné le Grand Prix. Pour Banerjee, la meilleure récompense vient des changements chez les villageois. Ici, aucun foyer n'est verrouillé. Tout le monde accueille les invités du loin avec des sourires sincères. La production du thé en Inde n'a commencé qu'il y a moins de 200 ans. Mais pendant un certain temps, l'Inde a été le premier pays exportateur de thé devant la Chine. Au début, la plupart du thé indien était exporté en Angleterre. Jusqu'au jour où les produits indiens sont devenus trop abondants pour les Anglais. Ils ont donc encouragé les Indiens à boire le thé. Avant, les Indiens aimaient le sucre et le lait. Alors le thé au lait est devenu leur boisson préférée. Aujourd'hui, 70% du thé indien est consommé par les Indiens eux-mêmes. Les stands de thé se trouvent dans presque tous les coins de rue. Comme la plupart des Indiens, Anatayami commence sa journée par les prières. Il possède un petit stand de thé à Calcutta. Chaque matin, Anatayami se lève avant l'aube pour accueillir les premiers clients du matin. Je me lève à 4h30 du matin. Je vais infuser du thé à mon stand à 5h. Je prends mon petit déjeuner entre 9h et 9h30. À 14h, je prends mon déjeuner et entre 18h30 et 19h30, je ferme mon stand. Il y a 18 ans, Anatayami a quitté sa province pour s'installer à Calcutta. Il vit sur son stand de thé. Son thé, plus laiteux que celui des autres stands, est le plus populaire dans le quartier. Mon stand permet à ma famille de vivre. Chaque tasse de son thé coûte 6 roupies, soit 0,6 yuan. Hormis les dépenses quotidiennes, il lui reste chaque jour plus de 200 roupies. J'épargne de moins en moins d'argent. Je tiens seul le stand de thé. Avec les profits, je paye les frais de scolarité de mes 2 enfants. J'espère qu'ils deviendront médecins plus tard. Eux aussi, ils travaillent dur pour atteindre ce but. Je ne rêve pas de grand-chose. Je veux faire ça toute ma vie. Pour goûter l'authentique thé au lait indien, il suffit d'avoir un bol de terre indien. Ces bols de terre ne seront pas réutilisés. Après avoir bu le thé, on casse immédiatement le bol. Que ce qui vient de la terre retourne à la terre. Pour les Indiens, c'est tout naturel. Ce n'est pas du gaspillage. Les bols de terre d'Anatayami ont été fabriqués dans un atelier manuel à 45 km de la ville. Pulajapati fabrique des bols de terre depuis son enfance. Ça fait déjà 40 ans. Ma famille vient de Bénarès, dans l'Uttar Pradesh. On s'est installé à Calcutta il y a plus de 60 ans. Je fais chaque jour au moins 100 bols de terre.
Fabriquer des bols de terre est un travail dur qui nécessite beaucoup d'exercice. Pulajapati passe souvent toute la journée en fabrication. Parfois, le travail ne termine qu'à minuit. Pulajapati n'a pas beaucoup osé parce que les bols de terre sont très demandés. Je suis satisfait de ma vie actuelle. Ce métier me plaît. Il est meilleur que tous les autres. Le thé indien a pris son essor à la fin du 19e siècle. Et cela a eu un grand impact sur le thé rouge chinois, jusqu'alors prédominant sur le marché mondial. Le thé chinois, produit à la main, avait du mal à rivaliser avec le thé indien, produit de façon industrielle. Le thé rouge chinois a largement décliné sur le... À ce moment-là, un nouveau type de thé rouge, le Qi-Moon, a vu le jour à Ximen, dans la province de l'Anhui. Avec son arôme mystérieux, le Qi-Moon a regagné une place pour la Chine sur le marché mondial du thé rouge haut de gamme. Aujourd'hui, il figure toujours parmi les thés rouges les plus réputés au monde. Xie travaille à l'usine de thé depuis des dizaines d'années. Chaque saison du thé, il produit un peu de thé à la main pour lui. Quand j'étais petit, je cueillais les feuilles de thé avec ma mère et ma grand-mère dans la montagne. Quand j'ai fini mes études, je suis devenu ouvrier à l'usine. Le Qi-Moon est né dans la deuxième moitié du 19e siècle. Au début du 20e siècle, il figurait parmi les 3 meilleurs thés rouges du monde, avec le Darjeeling et celui du Sri Lanka. Fasciné par son arôme, les Occidentaux lui ont donné un nom spécial, l'arôme du Qi-Moon. Xie est l'une des prisées les secrets de cet arôme du Qi-Moon. Le temps pluvieux peut affecter la qualité du thé produit, mais Xie ne veut pas gaspiller les feuilles cueillies. Les feuilles doivent être traitées le jour même de leur cueillette. Le lendemain, elles ne seront plus fraîches. Les feuilles de thé sont très précieuses à Ximen, il ne faut pas les gaspiller. Le flétrissage dure une demi-journée. S'il pleut, ce processus peut durer encore plus longtemps à cause de l'humidité de l'air. Les feuilles flétries seront passées au roulage. On dit que même en se lavant les mains, Xie peut faire une bassine de thé. À force d'être frottées, les feuilles fraîches se brisent. Tant d'années de travail ont fait fusionner le jus vert du thé avec les empreintes digitales de Xie. Les feuilles roulées sont fermentées dans le panier de bambou pendant quelques heures et enfin torréfiées au feu de bois. L'arôme du Qi-Moon commence à se former. Une journée suffit pour produire le thé réservé à Xie. Mais à l'usine, le thé brut doit encore être raffiné. Le raffinement se fait suivant 17 procédures. D'abord, on brise les feuilles grandes et mûres en battant les sacs de tissu dans lesquels elles sont mises. Puis, on les divise en fonction de leur diamètre et de leur longueur avec différents tamis. Xie pense que les feuilles uniformisées peuvent donner un meilleur goût après l'infusion. Autrefois, le Qi-Moon, soigneusement produit, était destiné à l'exportation. Même les maîtres de l'usine de thé n'avaient pas la chance de le goûter. En général, on ne peut pas boire le thé qu'on produit soi-même. D'ailleurs, c'est interdit. Parce que notre thé est très cher, son prix est très élevé. On travaille dur pour le produire, il est destiné à l'exportation. Si tout le monde en boit pendant la production, il sera vite épuisé. Une fois né,
le kimoun a conquis les papilles gustatives des Européens. Dans la vague mondiale de la plantation du thé, les brillants producteurs chinois sont devenus des stars. À Pékin, Guanfang-Routon, dans le quartier de Xidan, va être démoli. Liu Che, 70 ans, a grandi ici. Dans cette petite cour sont inscrits des souvenirs de plusieurs générations de sa famille. Tu arroses les fleurs? 1, 2, 3, tiède. La famille Liu est une famille internationale, avec certains membres d'origine chinoise, russe et géorgienne. Le russe est leur langue commune. Joyeux anniversaire, à votre santé. Avant le déménagement, Liu Che a sorti de vieilles photos de famille. C'est à partir de son arrière-grand-père, Liu Junzhou, que la famille Liu a eu du sang étranger. C'était vers 1893. Un marchand russe qui s'appelait Popov a invité mon arrière-grand-père à planter le thé en Géorgie. Il s'y est rendu avec des producteurs, des graines et des pépinières. À l'époque, la Géorgie faisait partie de la Russie tsariste. Avant l'arrivée de Liu Junzhou en Géorgie en 1893, la Russie avait essayé plusieurs fois de planter le thé, mais sans y parvenir. Liu est devenu plus tard directeur de l'usine impériale de thé de l'Empire russe, mais aussi le seul étranger à qui le tsar a conféré une décoration nationale. L'homme sur cette photo, c'est Liu Junzhou. Liu Che s'intéresse à l'histoire de son arrière-grand-père depuis son enfance. Il travaillait dans le commerce international en Géorgie quand il était jeune. Après sa retraite, il y est retourné plusieurs fois pour chercher des archives sur l'histoire de son arrière-grand-père à l'étranger. La Géorgie se situe dans le Caucase en Asie de l'Ouest. Après la dislocation de l'URSS, elle est devenue un pays indépendant. Avant l'URSS, elle faisait partie de l'Empire russe. Aujourd'hui, peu de gens savent qu'elle a été une importante région de thé où était produit 80% du thé consommé dans l'URSS. Les Russes ont une longue passion pour le thé. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, la route du thé sino-russe, qui traverse des milliers de kilomètres via la Sibérie, est l'une des routes commerciales les plus dynamiques du monde. À cause de la longue distance de transport, le thé était une marchandise très chère en Russie. Les Russes rêvaient donc de planter du thé à portée de main. La Géorgie, située au bord de la mer Noire, a un climat proche de celui du sud de la Chine, ce qui fait d'elle un endroit idéal. Batumi est un port important de la mer Noire. C'est ici qu'a débarqué Liu Junzhou. C'est ici qu'il a débarqué. À l'époque, il fallait plus de 3 mois en bateau, parce que le bateau s'arrêtait à presque chaque port pour se ravitailler en charbon et en eau. À l'époque, c'était des bateaux à vapeur, donc le voyage était très dur. L'ancienne plantation de Liu Junzhou se situe à seulement 30 km du port de Batumi. À première vue, on a du mal à imaginer qu'il y avait ici une plantation de thé. C'est désert maintenant. Personne ne s'en occupe. Les jeunes théiers sont morts les uns après les autres. C'est dommage. Je suis allé voir la plantation là-bas en traversant votre village.
Mais ce n'est pas la nostalgie qui a poussé Liu Che à revisiter ce lieu. Après la dislocation de l'URSS, la production de thé en Géorgie a décliné. Le thé fabriqué par Ryo Junjo était appelé le thé Liu. Le gouvernement géorgien espère que Liu Che puisse le restaurer. Malheureusement, cette technique est déjà perdue. Liu Che doit avoir recours à quelqu'un pour trouver des pistes. Bailong est mon ami. Il est passionné par la culture chinoise depuis son enfance. Il pratiquait le kung-fu. Puis il s'est intéressé au thé chinois. Occasion pour aller en Chine. Il va souvent à Maliendao à Pékin. Il a ouvert un salon de thé chinois en Géorgie et vend des thés chinois. Il y a pas mal de types de thé chez toi. Le thé que Bailong prépare est très dense et aromatique, c'est excellent. Je prépare ce thé à la manière du thé rouge. Je lui ai demandé comment était le thé Liu à l'époque. Il m'a dit qu'il ne savait pas non plus. Tant d'années ont passé, le goût du thé Liu est devenu inconnu. Je lui ai donc demandé de m'emmener chez des producteurs de thé pour me renseigner. Le thé de Bailong est produit par Dato. Dato a été vice-ministre de l'Agriculture de la République autonome d'Adjari de Géorgie. Après sa démission, il est devenu un producteur professionnel de thé. Dato prépare le thé avec beaucoup de soin. Sur la table sont posées des fleurs plantées dans son propre jardin. Il y cueille aussi des fruits comme des mûres, des cerises ou des baies. Tout a été planté par lui. Les Géorgiens aiment le thé rouge. Ils l'infusent d'abord pour obtenir un liquide dense, puis mettent de l'eau pour le diluer. Pour le goûter, ils y ajoutent du miel ou du sucre. Ils adorent cette douceur. Dato produit du thé avec la méthode traditionnelle. Les feuilles sont flétries en plein air, puis roulées, fermentées et séchées. Dato dit qu'actuellement, les différents thés rouges sont produits presque de la même façon. Peut-être que celle du thé Liu était un peu spéciale. Les producteurs de sa génération cherchent aussi des archives. En fait, le goût du thé géorgien d'aujourd'hui est différent de celui du thé chinois. Les informations fournies par Dato ne suffisent pas à révéler les secrets du thé Liu. Liu Che espère qu'il trouvera la réponse avant la fin de l'été, afin qu'il puisse faire venir ici des cultivateurs chinois pour planter les premiers théiers dans l'ancienne plantation de son arrière-grand-père avant le printemps prochain. Ce jour-là, on vient lui apporter une nouvelle. Dans la première usine de thé de Géorgie, quelqu'un connaît peut-être l'origine du thé Liu. Cette usine a été la plus grande usine de thé géorgienne utilisant la technique de production de l'époque de Ryo Junjo. Je peux entrer? Bien sûr, bien sûr. Bienvenue, entrez s'il vous plaît. Oui, Ryo Junjo. Il a travaillé ici pendant 42 ans. Il était producteur de thé. Quel type de thé rouge produisait-il à l'époque? Est-ce qu'on peut encore trouver des échantillons? Ces dernières années, l'usine produit encore l'ancien type de thé rouge. Les experts locaux cultivent tous de nouveaux types de thé. Les vieux producteurs de thé m'ont dit que le thé Liu utilisait la même technique que le Kimun de Chine. Les grains de thé apportés par Ryo Junjo sont en fait tous issus du sud de la Chine. Les thés plantés actuellement en Géorgie sont tous traités avec des techniques basées sur celles du thé Liu. L'authenticité de cette idée reste à vérifier, mais tout de même, la restitution du thé Liu est enfin sur une piste.
Liu Che décide d'enquêter également en Chine. Il compte reconstruire de ses propres mains la plantation de son arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a travaillé en Géorgie pendant plus de 30 ans. Il lui a consacré la meilleure période de sa vie. Beaucoup de producteurs qui sont venus avec lui n'ont jamais quitté la Géorgie depuis. Je souhaite pouvoir restituer le thé Liu. Dans le monde du thé, les gens arrivent et partent. Certains trouvent leur destination de la vie. Certains accomplissent le salut de leur âme. Certains découvrent la poésie de l'existence. Certains reconstruisent leurs liens avec leurs ancêtres. Encore plus nombreux sont ceux qui intègrent le thé dans leur destin. L'arôme du thé arrête nos pas, mais aussi nous envoie vers le loin. Les Anglais ne produisent pas de thé, mais ils en sont les consommateurs les plus passionnés. La culture de la pause thé l'après-midi en Angleterre fascine le monde entier avec sa grâce et sa tranquillité. Retrouvez notre série documentaire dans l'épisode 5, Le temps s'arrête pour le thé.